Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast tricot. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Margot, je tricote depuis que j'ai 15 ans et j'ai commencé les podcasts tricot cet été sur YouTube. Aujourd'hui on va parler de tricot et de teinture de laine et je vais commencer par parler de ce que je porte. Donc ce que je porte c'est le Humulus, le pullover Humulus de Isabelle Kramer. C'est un pull que j'ai fait en 2019, donc il y a 5 ans. Et qui tient plutôt très très bien même. Je l'ai beaucoup porté, beaucoup lavé. Il a pu boulocher, il bouloche par quelques endroits un petit peu, mais pour un pull qui a 5 ans, j'en suis complètement très très ravie. Pour vous dire un petit peu plus, pour vous parler un petit peu plus de ce pull, je l'ai tricoté en Drops Air coloris gris clair, donc celui-ci, gris perle, pearl grey, qu'on m'avait offert. Et c'était, ma soeur m'avait offert 6 pelotes pour mon anniversaire, je crois, ou pour Noël. Et j'ai décidé d'acheter une pelote de coloris contrastant, donc je crois que c'était grenat, la couleur, pour pouvoir faire le Humulus, que j'ai tricoté du coup en aiguille 4,5. Donc un peu plus grosse que les aiguilles recommandées, puisque c'est recommandé de le tricoter en aiguille 4. Mais moi je voulais le faire en Drops Air et je crois qu'elle le tricote avec une laine un peu plus fine. Et j'avais le bon échantillon en fait avec mes aiguilles 4,5 et ma Drops Air, donc parfait. Enfin, j'avais le bon échantillon la deuxième fois que je l'ai fait, parce qu'en fait ce pull je l'ai tricoté 2 fois. Une première fois je l'ai fait, c'était mon premier pull en yoke je crois, ou deuxième. Je me souviens plus, mais j'avais pas trop d'expérience dans le jacquard et dans le yoke. Et en fait, comme j'avais en plus changé la laine, je me suis retrouvée avec un pull, un yoke beaucoup trop grand. Et du coup, les emmanchures étaient hyper basses. Moi, je pense qu'elles étaient à peu près ici, quoi, à la moitié du tronc, enfin du corps. Et il y avait aussi une différence de tension entre mon jacquard et le corps de mon pull. Et le jacquard était beaucoup plus lâche parce que j'avais lu qu'on avait tendance à serrer pendant le jacquard, je crois, et du coup j'avais essayé de tricoter super lâche, enfin plus lâche, et ça avait rendu quelque chose de pas trop portable. C'était portable, mais il se trouve que je le mettais pas. Donc comme je le mettais pas et que je tenais à la laine et j'avais pas envie de le mettre de côté, je l'ai détricoté, j'ai récupéré toute la laine et je l'ai retricoté avec la même laine, je pense que c'était 1 an après. Et cette fois-ci, parfait. Vraiment à ma taille. Et puis c'est genre mon pull doudou que je mets en hiver tout le temps. Je le mets à la maison quand il fait froid. Je le mets pour sortir. La Drops Air, elle est vraiment hyper douce. Alors là, je l'ai lavée donc plein de fois. Elle commence à piquer un peu. Je me demande si c'est pas la lessive que j'ai utilisée. Je sais pas trop. D'ailleurs, grand mystère par rapport à la Drops Air. Ce pull, donc je l'ai lavé plein de fois et j'ai fait un autre gilet en Drops Air quelques années après. Et ce gilet-là, je l'ai passé en machine, mais comme ce pull-là, programme laine avec de la lessive spéciale laine et essorage assez léger, je sais plus combien, mais léger. Et il a complètement feutré le gilet, alors que le pull n'a jamais feutré. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, passé le fait que j'étais un peu dégoûtée, aujourd'hui je me demande pourquoi, sachant que c'est la même laine. Alors la seule explication que j'aurais peut-être, c'est parce que je l'avais tricoté plus lâche et c'était un point brioche et avec des aiguilles peut-être plus grosses ou en tout cas plus lâches. Et du coup, peut-être que les mailles étant plus lâches, elles avaient plus d'espace pour se resserrer. Mais j'en sais rien en fait, c'est une explication que je me suis donnée. Mais si vous avez la réponse, je veux bien savoir parce que j'avoue que si je peux éviter d'autres aventures comme ça dans le futur. Moi, j'ai tendance à passer mes pulls en machine quand ils sont en laine super wash. Parce qu'à la main, ça demande en termes de logistique un énorme évier. Et enfin, je sais pas, c'est pas très pratique quoi. Et du coup, je fais en général en hiver un cycle de pull un cycle de pull tricoté avec parfois les chaussettes, etc. Et je fais très attention au programme de la machine, mais en général ça se passe très bien, sauf pour ce gilet. Donc si vous avez des explications sur pourquoi ça a pu feutrer, je veux bien votre éclairage. Voilà pour ce que je porte et on va maintenant passer au projet terminé.
Donc mon projet terminé, c'est un projet dont je vous avais parlé dans les projets en cours de la vidéo précédente. C'est mon écharpe de reste. Alors, comment vous la montrer? On va dérouler comme ça. Donc c'est une écharpe que j'ai fait en point mousse avec soit des restes de laine, soit des laines que j'avais dans mon stock et que j'utilisais pas et que je sais que je vais pas utiliser pour autre chose parce que j'ai une pelote récupérée quelque part ou des choses comme ça. C'était un projet vraiment hyper rapide, je l'ai fait en 2 semaines. En fait, je l'ai fait en 1 mois, mais je suis partie 2 semaines, enfin, je l'ai pas tricoté pendant 2 semaines, donc je l'ai fait en 2 semaines. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5, c'est du point mousse. J'ai monté un nombre de mailles, ah ça je sais plus exactement. Je vous le mettrai dans la description. J'en parle dans la vidéo numéro 2, enfin le podcast numéro 2, et je l'ai mis sur mon Ravelry. Mais je me souviens plus, là je l'ai plus en tête. Et après j'ai tricoté en point mousse. La seule particularité c'est que je glissais la première maille pour avoir une bordure que vous voyez ici. Pour avoir une bordure qui soit un peu plus nette que si on tricote la première maille, la bordure n'est pas toujours bien nette. Donc voilà, j'ai fait des rayures de 8 cm à peu près. À chaque fois, j'ai utilisé de la laine de plein d'épaisseurs différentes, entre la lace, parce qu'il y a pas mal de filmware, et la DK, je pense. Selon l'épaisseur de la laine, je prenais 1, 2 ou 3 fils ensemble. Il y a juste pour cette laine-là qui est un peu spéciale, qui n'est pas de la laine d'ailleurs, qui est de l'acrylique, mais c'est effet peluche quoi. Là j'ai réduit le nombre de mailles pour cette couleur-là parce qu'en fait elle était vraiment plus... Enfin, le rendu était beaucoup plus large que les autres rayures et je voulais pas que ça fasse trop déformé sur les côtés. Donc là j'ai modifié le nombre de mailles pour cette rayure là, sinon j'ai toujours fait le même nombre de mailles et c'est à peu près droit. De toute façon quand je la porte, elle se plie naturellement en 2 comme ça. Et en fait ça donne... Enfin, on voit pas si c'est bien droit ou pas les bords. Donc voilà, elle va pas du tout avec mon pull je pense. Mais elle va très bien avec le manteau que je mets à la mi-saison. Et de toute façon c'est une écharpe qui est bien pour la mi-saison. Parce que même s'il y a du mohair et pas mal de fils ensemble, elle est quand même assez... Enfin, pas très large. Et comme en plus elle se plie en 2, ça donne un truc qui doit faire qui fait moins de 10 cm de large. Donc c'est très bien pour la mi-saison. Mais pour l'hiver, je pense qu'il va falloir que soit je m'en tricote une plus grosse, soit je mette une autre écharpe. Pour les coloris utilisés, je vais pas vous les détailler parce que je les connais pas et qu'il y en a trop et que ce serait pas intéressant. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait sorti tout ce que j'avais dans mon stash et à partir de 2 couleurs que je voulais tricoter ensemble, qui sont ces 2-là, le violet et le vert, j'ai un peu mis à côté toutes les autres couleurs que je trouvais qu'elles allaient bien. Et ensuite, j'ai tout mis dans un panier et au fur et à mesure de chaque rayure, selon mon inspiration, je décidais, à la fin de chaque rayure, je décidais la couleur de la rayure suivante en fonction du moment. Et en fait, il me reste plein de laine. Je pense que j'ai de quoi en faire plusieurs écharpes avec les mêmes couleurs. Ça n'a pas du tout écoulé mes restes, ça les a légèrement diminués, mais en fait, il y a 2 rayures maximum par couleur, donc ça n'a pas pris beaucoup de laine par couleur. J'ai eu l'idée éventuellement de faire une autre écharpe en allant au bout en fait de mes restes. Donc je vais au bout de mon reste, ça fait je sais pas quelle longueur, et puis après je vais au bout d'un deuxième reste, et du coup ce serait plutôt des écharpes je pense bicolores avec une partie plus longue que l'autre. Ça pourrait être joli. Et l'autre idée que j'ai eue aussi, c'est grâce au podcast de Tricolibri, Emma qui elle fait une écharpe qu'elle tricote en rond. Et du coup, elle fait comme un tube en fait, et elle tricote toujours en maille endroit, mais ça fait du jersey puisque c'est en rond. Et là, ça lui fait quelque chose. Bon, elle le fait très large, moi je pourrais le faire moins large si je veux, mais ça fait quelque chose, je pense, de plus chaud, plus adapté à l'hiver, et ça utilise 2 fois plus de fil du coup. Et je me suis dit que ça pouvait être peut-être une idée pour une prochaine écharpe.
parce que j'ai trouvé ça sympa de faire un projet qui soit pas compliqué, où il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Par rapport aux laines utilisées, les mohair que j'ai utilisés, c'est souvent des mohair différents. Je crois qu'il y avait Rico Design, il y avait Drops et peut-être d'autres. Et le mohair, moi, ça me pique un peu. Et je voulais voir aussi si vous aviez des recommandations, parce que c'est un truc que je demande pas mal autour de moi en ce moment. Si vous avez des recommandations de mohair qui vous piquent pas. On m'a dit, mais j'ai déjà oublié le nom d'un mohair qui pique pas. Mais ouais, je veux bien savoir vos avis là-dessus, s'il y en a un qui est connu pour être plus doux que les autres. Parce que j'avoue que j'achète souvent celui de Drops parce qu'il est moins cher, tout simplement. Mais ça me pique. Après, je tricote pas tout le temps du mohair, je tricote pas souvent du mohair. Je trouve ça très joli, mais pas forcément. Ça me pique quand même pas mal. Donc, j'en tricote pas énormément, mais j'aimerais bien avoir le. Si à un moment donné j'ai envie d'en tricoter un, savoir lequel, selon vous, a été testé et pique moins que les autres. C'est tout pour les projets terminés en tricot. Et maintenant, je vais parler des projets terminés en teinture, puisque j'ai fait quelques petits tests de teinture ces derniers jours. Ce que je voulais faire, c'était tester des variations de couleurs autour du vert, mélangées avec plus ou moins de marron et plus ou moins de bleu. Donc en fait, j'ai fait des mini écheveaux de 10 grammes avec de la laine rustique que je vous mettrai en description pour les infos. C'est une laine que j'avais achetée au salon Création Savoir-Faire, donc Marie-Claire Idée, qui a lieu en novembre. Je l'avais achetée à une teinturière qui vendait aussi des cônes de laine non teinte, et c'est de la laine rustique blanche non teinte. Et du coup, j'avais acheté un gros cône de 500 grammes et je l'ai divisé en petits cônes de 10 grammes, en petits écheveaux pardon, de 10 grammes. Et pour les premiers tests de teinture, ce que j'ai fait, donc, c'est que c'était autour des mélanges, attendez, je vous le mets dans le bon sens, de différents verres. Donc ça a donné ça. Là, je vous les montre tous ensemble parce qu'ils sont beaux tous ensemble. Je pense que je ferai une petite vidéo aussi où vous les verrez mieux avec un meilleur éclairage. Parce qu'ici, là, c'est un peu sombre. Et je peux vous en parler un par un rapidement. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est je leur ai pas donné de nom, mais c'est le vert le plus flash, même s'il n'est pas vraiment flash. C'est plutôt entre un vert olive et un vert clair, je dirais. Donc je pense que c'est mon préféré. Mais bon, on n'est pas là pour les classer. Ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-ci, il y a un peu plus de marron, donc il tire plus vers le vert olive foncé. Après, en troisième, on va avoir celui-ci où il y a encore plus de marron. Donc c'est vraiment plus un marron qu'un vert, même si on devine le vert dans la couleur. Ouais, ça se situe vraiment entre les deux, je ne saurais pas trop décrire. Le quatrième, c'est avec du marron et du bleu. Donc là, on tire vers un vert gris un peu... c'est celui que j'aime le moins, je le trouve un peu terne. Mais ça fait partie de l'expérience aussi, c'est pour voir un peu ce que ça donne, les différents mélanges. Et celui-ci, c'est du vert et du bleu, et donc on a un vert d'eau, vert sapin peut-être. Enfin, non, pas sapin, vert d'eau. Je suis pas forcément hyper calée, puis en plus c'est très personnel, je trouve, la façon dont on perçoit les couleurs et dont on les nomme. Mais de toute façon, vous les voyez, donc vous ferez votre avis. J'ai adoré le fait d'expérimenter sur des petits écheveaux parce que ça me déstresse de l'idée de et si ça me plaît pas, qu'est-ce que j'en fais? Et puis, déjà, qu'est-ce que j'en fais si j'ai 100 grammes de laine d'une couleur que j'aime pas? Et en plus, c'est une perte d'argent aussi parce que mine de rien, 100 grammes de laine, ça coûte un peu plus cher que 10 grammes de laine. Et j'aime beaucoup les voir tous à côté, et puis ça prend moins de temps à teindre aussi. J'aime beaucoup les voir tous à côté, ces petits écheveaux de test. Le vert, c'est une de mes couleurs en plus que je préfère. Donc j'ai pas du tout fini d'explorer tous les verts possibles et imaginables. J'ai d'autres idées de mélange
de dosage et de mélange différents. Je pense que je referai des tests avec... là, c'était plutôt côté vert clair que j'ai foncé, mais je pourrais aussi partir d'un vert plus foncé. Enfin, il faudra que je refasse beaucoup de tests pour connaître un peu les différentes réactions des pigments entre eux. Mais ça, c'était le premier jet. Et du coup, après avoir fait cette expérience sur le vert, j'ai eu envie de le faire sur le bleu clair. Et je l'ai fait ce matin, là on est l'après-midi, donc c'est pas encore sec, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc c'est en train de sécher sur son cintre. Je vais les décrocher pour vous montrer un par un. Alors le premier que je veux vous montrer, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est un bleu clair, très clair, et pas mélangé. J'ai utilisé qu'un seul pigment. Et au début, dans mon plan, je voulais le mélanger, mais quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit que c'était intéressant de le garder en bleu clair parce que je trouve qu'il est très beau, très tendre, enfin, vraiment sympa. Donc, le premier. Le deuxième, j'essaie de les faire dans l'ordre dans lequel je l'éteins, mais pour vous, ça change rien. Mais pour moi, j'aime bien. Donc, le deuxième, c'est celui-ci. Donc déjà, là, il y a plus de bleu. Et il est mélangé à une couleur plutôt crème. Donc, je trouve que ça tire... Alors, je me suis emmêlée. Que ça tire vers le vert un petit peu plus, justement. Parce que dans le crème, il y a un petit peu de jaune, je pense. Et après, c'est très léger et j'ai même dû mettre plus de cette couleur que ce que je pensais pour pouvoir voir une différence sur la couleur. Mais bon, voilà, ça tire un peu plus vers le vert et ça reste un bleu clair tout à fait vif. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ces bleus-là qui sont sortis, c'est qu'ils sont assez joyeux. Le vert est plus automnal et le bleu est plus peps, quoi, pour l'instant. Aussi parce que j'ai pas mis de marron, je pense, dedans, alors que j'ai mis du marron dans le vert. Donc logiquement, le marron a terni un peu la couleur. Mais quand je dis terni, c'est pas péjoratif. C'est vraiment l'effet que je voulais. C'est plutôt... ça donne un côté un peu... je sais pas comment dire en français. En anglais, ce serait earthy. Les couleurs un peu terre, un peu terrestre. Je sais pas comment on dit en français. Si vous savez, je veux bien avoir l'info en commentaire. Le troisième bleu que j'ai teint, c'est celui-ci. Donc là encore, il y a un petit peu plus de bleu. Et toujours un peu de crème, mais moins que dans l'autre. Et du coup, je ne sais pas si ça fait une grande différence d'avoir mis de la crème. Après, c'est pas évident aussi parce qu'ils sont pas tout à fait secs. Donc en général, les couleurs, on s'en rend vraiment mieux compte quand les échos sont totalement secs et qu'on les regarde à la lumière du jour. Donc là, je pense quand même qu'il y a une légère différence. C'est quand même un peu plus passé, un peu moins vif que s'il y avait que du bleu. Mais bon, léger. Voilà, il en reste 2, donc je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, il y a très peu de bleu et beaucoup de crème. Et là, on est, quand je le regarde, on dirait quasiment la couleur de ma coque qui est vert clair. Donc on est plus vraiment sur un vert. Mais qui est du vert ou du bleu, on ne sait pas. qui était là en premier entre le vert et le bleu. Oui, ça tend quand même plus vers le vert, effectivement. Mais c'est un vert un peu sauge, on dit ça, pour les verts bleus, peut-être. Et enfin, le dernier, qui est un de mes favoris, celui-ci. Donc celui-ci, c'est un bleu avec un tout petit peu de crème et surtout avec du gris. Oh, le soleil. Vous allez mieux me voir et mieux voir les couleurs. Ah bah moi aussi, je les vois mieux d'un coup. Donc ouais, avec du gris et voilà, c'est un de mes préférés parce que
En ce moment, je suis un peu bleu-gris. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais franchement, j'aime toutes les couleurs. Et j'aime surtout... Attendez, je vais vous les montrer ensemble. Parce que moi, je les vois ensemble, mais vous les voyez pas ensemble. J'aime surtout le fait de faire plein de tests et d'expérimenter autour de la teinture. Ça me donne... Là, voilà, vous les avez tous ensemble. En plus, il y a le soleil. Oh, j'adore. Ça me donne plein d'idées, ça me motive à tester avec des mélanges avec plein d'autres couleurs. Parce que franchement, c'est presque infini. Alors, je vous remontre aussi les verres pendant qu'il y a un petit peu de soleil. Bon, de toute façon, je vais vous montrer, mais je les aime trop. Je vais vous montrer en vidéo aussi, donc ça change pas grand-chose. Et ouais, c'est les combinaisons, enfin les possibilités un peu infinies des couleurs qui me motive à faire encore plein de tests de teinture. Et autre raison pour laquelle ça me motive, c'est que j'ai pour projet d'ouvrir une boutique en ligne de laine teinte à la main. Je travaille dessus depuis plusieurs mois. Et l'idée de pouvoir ouvrir cette boutique de laine teinte à la main et me former professionnellement à ce que c'est que l'artisanat et la vente de laine, ça me remplit de joie. La perspective de devoir gérer cette boutique, vraiment c'est à la fois stressant quand même parce que j'ai jamais fait ça et qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pour ça que je peux pas trop dire quand ça va commencer. Parce que je veux faire les choses bien et je veux prendre le temps de bien choisir mes bases, mes pigments, mais même les plus petites questions comme le site que je vais choisir, les modes de livraison, les produits que je vais proposer. Enfin, il y a beaucoup de choses là qui sont actuellement en réflexion, mais je commence tout doucement à vous en parler ici parce que ça risque d'arriver bientôt et ça me tient vraiment à cœur. Et en plus, pour monter ce projet, j'ai besoin d'avis, en tout cas de retour de la part de consommateurs, consommatrices de laine teinte à la main. Moi j'ai mon idée de ce que je veux proposer, mais pour confirmer ou pas que c'est une bonne idée ou que ça peut plaire ou que ça peut vous intéresser plutôt, j'ai fait un questionnaire à remplir en ligne qui se remplit à peu près en 10 minutes, donc c'est quand même assez rapide. Et j'aurais besoin du coup du retour du maximum de personnes qui consomment, en fait, qui achètent ou qui ont déjà acheté de la laine teinte à la main, pour comprendre un petit peu ce qui est important pour vous et ce que vous avez l'habitude d'acheter, en gros. Le lien du questionnaire, de toute façon, il est dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez en savoir plus si vous avez le temps et si ça vous intéresse de m'aider pour ce projet. J'explique tout dans le questionnaire et dans les questions. Et notamment, une des grandes questions que j'ai du mal, à laquelle j'ai du mal à répondre, c'est quel va être le nom de ma boutique, de ma marque. J'ai en tête 2 noms, mais je suis aussi ouverte à d'autres propositions. Et c'est la dernière question du questionnaire, justement, elle concerne le nom de la marque. Donc si vous pouvez m'aider là-dessus, juste, même vous n'avez pas besoin d'être une experte, juste rien qu'à la lecture des 2 noms, lequel vous plaît le plus, vous évoque le plus mon univers que vous connaissez pas forcément beaucoup, mais vous avez déjà une idée avec les quelques vidéos que j'ai fait. Donc voilà, c'est tout pour le blabla concernant ce projet. Je commence tout doucement à en parler ici, j'en parlerai de plus en plus quand ça deviendra de plus en plus concret, et puis vous serez évidemment tenus au courant puisque c'est le lieu ici où je parle de ça. Et on passe tout de suite au projet en cours. Donc mon projet en cours, en ce moment je suis un peu monoprojet justement en lien avec ce gros projet de teinture de laine. J'ai du mal c'est pas du mal, mais habituellement je suis du genre à tricoter plusieurs trucs à la fois, avoir plein d'idées, plein d'envies. Là je suis un peu prise dans ma tête par ce projet-là. En plus c'était l'été, il y avait les vacances et moi j'avais pas trop le mojo tricot, on va dire. Et là avec la saison qui change, j'avoue que ça revient un peu en flèche, et aussi avec le retour des rencontres, le retour des rencontres tricot, mais pour moi c'est un début parce que j'y allais pas l'année dernière. Mais depuis la rentrée, là je suis allée à 2 rencontres tricot. Donc c'est des moments où on se retrouve avec d'autres tricoteuses, c'est que des femmes,
pour l'instant, mais c'est bien sûr ouvert aux hommes, pour avancer nos projets. Et du coup, ça me motive vachement parce que je vois tous les projets des autres et j'ai envie de tout faire. Donc bien sûr, c'est pas possible, mais ça me donne plein d'idées. En tout cas, pour l'instant, je suis toujours monoprojet. Et mon projet, c'est les Pressed Flower Socks de Amy Christopher. Alors, je vous montre celle-là, qui est celle que j'ai terminée, qui est la droite ou la gauche, c'est pareil. Et voilà, que vous dire. Je vais vous parler du modèle. Donc, c'est des chaussettes qui se tricotent en mosaïque, donc avec le motif de fleurs qui est donc fait en mosaïque. Elles se tricotent du haut vers le bas, en aiguille 2,5, sauf pour les côtes, le talon et la pointe qui sont en aiguille de 25. Déjà par rapport à ça, moi j'avais l'habitude de faire les côtes en aiguille plus petite, et encore pour les chaussettes pas souvent. Par contre le talon et la pointe, c'est la première fois que je vois dans un modèle que c'est conseillé de le faire en aiguille plus petite. Et ça, c'est pour une question de solidité. Et en fait, je trouve ça super malin, super intelligent. Et je pense que je vais le faire à chaque fois maintenant sur toutes mes chaussettes. Parce que du coup, ça resserre le tricot. Et c'est comme c'est les zones qui frottent le plus dans la chaussure. C'est vrai que c'est bien d'avoir un tissu vachement plus serré, quoi. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai relevé sur le modèle, qui est vraiment chouette. Ensuite, par rapport aux côtes, moi, j'ai fait une petite modification. C'est que j'ai fait des côtes 1-1. Alors que c'est des côtes 2-1 ou 3-1 je crois, ou 3-2, enfin je sais plus, parce que moi je fais un montage tubulaire pour toutes mes chaussettes. Je suis le tutoriel de Andrea Maurice sur YouTube, mais c'est montage tubulaire. Et en fait, ce montage il est vraiment beau avec des côtes 1-1. Si vous voyez là, le montage, on dirait qu'il n'y a pas de montage en fait. Il épouse complètement la forme de la côte 1-1. Donc du coup, je fais toujours des côtes 1-1. Je suis pas le patron pour ça. Ensuite, on a un motif donc, de répétition de fleurs qui est un peu plus serré, on va dire, et après ça s'élargit sur le pied. La chaussette est faite en entier, sans le talon, je veux dire. Donc, je peux vous montrer. Oui, bon, ça sert à rien, mais voilà. Et vous faites le talon après coup. Donc ça veut dire que arrivé à l'endroit où vous êtes censé faire votre talon, vous tricotez avec un fil contrastant, puis ensuite vous continuez votre chaussette. Vous faites juste une moitié de rangée avec votre fil contrastant, puis vous terminez la chaussette. Ensuite vous venez enlever votre fil contrastant, récupérer toutes les mailles en haut et en bas, et faire votre talon après coup. Ça permet en fait de ne pas s'emmêler dans la continuité du jacquard, tout simplement. Et puis moi je trouve ça bien comme ça, on s'embête pas avec le talon en milieu de tricot, quoi. On fait notre tube et voilà. Après l'inconvénient c'est qu'on peut pas essayer la chaussette, enfin on peut l'essayer mais comme il n'y a pas le talon on a du mal à voir si c'est la bonne taille. Mais pour ça la designeuse donne une astuce dans le patron, donc elle nous explique à quel endroit doit arriver la chaussette, donc sans le talon, pour savoir si c'est à notre taille, si c'est pour nous, et si c'est pour offrir, elle le donne en centimètres. Donc le nombre de centimètres à faire en moins que le nombre de centimètres à faire au total. Si votre pied fait 25 cm, elle vous dit il faut faire 25 moins X centimètres, mais je me souviens plus combien. Donc voilà pour la première, et je suis en train donc de faire la deuxième. Et je me suis déjà trompée sur la fréquence du motif en haut là. J'étais censée faire une troisième rangée de fleurs un peu plus près. Bon bah je me suis trompée. C'est vraiment pas grave. Je pense que ça ne se verra pas. Et si ça se voit, je dirais que c'est fait exprès. Que vous dire, je les tricote sur des aiguilles mini circulaires. Donc c'est pas des doubles pointes. Avant j'utilisais des doubles pointes, mais j'aime pas changer d'aiguille toutes les 15 mailles, quoi. Donc je suis plus à l'aise, en plus comme c'est de la mosaïque. Non, pour la mosaïque je pense que ça change rien. Mais je suis plus à l'aise sur les mini circulaires. Cependant, celles que j'utilise, je sais plus quelle marque c'est. Elles sont toutes les deux de la même taille. Je veux dire, la droite et la gauche sont de la même taille. Et elles me font un peu mal aux mains. Alors que j'ai acheté
du coup pour les aiguilles plus petites, pour les côtes et le talon et la pointe. J'ai acheté, et pareil, encore une fois je ne sais plus la marque, mais peut-être que vous allez reconnaître, d'autres aiguilles circulaires en 2,25 avec une qui est plus grande que l'autre. Je me demande si c'est pas Knit Pro, mais je veux pas dire n'importe quoi. Je vérifierai et je vous dirai. Et ah non, c'est des 2 mm même. Autant pour moi, depuis le début je me trompe, je fais pas en 2,25, je fais en 2 et en... Attendez. En 2 et en 2,5. Autant pour moi. Donc oui, l'aiguille plus longue que l'autre, en fait je la prends dans la main droite, la main avec laquelle je pique la maille, enfin la main avec laquelle je tricote en fait, et ça me fait beaucoup moins mal aux mains, c'est beaucoup mieux. Donc peut-être que je rachèterai des circulaires, mini circulaires en 2,5 avec une aiguille plus longue que l'autre, parce que je pense qu'à la longue ça risque de vraiment m'abîmer, enfin me faire mal aux mains quoi. Que dire de plus sur ces chaussettes ? Ah oui, ce que j'avais noté, c'est que c'est un modèle que tout le monde fait en ce moment. En fait, la designeuse, elle a commencé par faire, je pense qu'elle a commencé par le cardigan, mais vraiment, j'en suis pas sûre. Elle a fait un cardigan avec ce motif de fleurs en point mosaïque, puis elle l'a sorti en pull, puis elle l'a sorti en châle, puis elle l'a sorti en bandana, puis elle l'a sorti en chaussettes, dans quel ordre, je ne sais pas. Et tout le monde, enfin je le vois beaucoup en ce moment sur Instagram et sur des podcasts, peut-être aussi parce que je l'aime bien, du coup je le vois beaucoup. Et j'avais quand même envie de le faire parce que c'est des fleurs. Moi quand il y a des fleurs, j'ai toujours envie de le faire. Et puis là j'avais en version chaussette, je me suis dit comme ça me prend un peu moins de temps. Et j'avais bien envie aussi de tester la mosaïque parce que j'en avais jamais trop fait. Et je voulais voir si ça me plaisait, enfin je voulais faire une nouvelle technique quoi. Et il se trouve que ça me plaît vachement. Si vous en avez jamais fait, le principe c'est que c'est un travail de couleur un peu comme le jacquard, sauf que vous travaillez qu'une seule couleur par rang. Et donc par exemple si vous êtes sur votre rang, moi j'utilise du gris et du rose. Si vous êtes sur votre rang gris, toutes les mailles que vous auriez dû faire en rose, en jacquard, là vous les tricotez pas, vous les glissez juste. Et comme vous les tricotez pas, elles restent roses. Puis vous faites vos autres mailles en gris. Et puis, donc c'est 2 rangs par 2 rangs. Donc 2 rangs d'après, vous passez au rose. Et là, toutes les mailles que vous auriez dû faire en gris, vous les glissez. Et toutes les mailles roses, vous les tricotez. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas à croiser les fils. Et vous utilisez toujours un seul fil par rang. Certains disent que c'est plus long que le jacquard. Parce que du coup, vous faites des demi-rangs. En fait, vous ne faites pas vraiment des rangs. Mais en même temps, comme il y a la moitié des mailles qui sont glissées, moi je trouve que les rangs vont hyper vite, que du coup ça monte vite. Après c'est une chaussette, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça monte vite. Et je trouve que c'est très facile et que ça donne un rendu comme si c'était compliqué. Donc moi j'aime beaucoup, vraiment la mosaïque, bonne découverte. Pour les laines que j'utilise, la rose c'est de la Life in the Long Grass. C'est un reste d'écheveau que j'avais déjà utilisé pour faire des chaussettes. Alors oui, j'utilise des laines teintes à la main pour faire des chaussettes. J'ai entendu que certaines trouvaient que c'était pas forcément le projet adapté aux laines teintes à la main. Mais moi j'aime bien l'idée j'aime bien les coloris variés en fait sur les chaussettes. Et voilà, c'est comme ça. En vrai, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Moi, ça me dérange pas du tout d'utiliser des laines teintes à la main pour les chaussettes, parce que les chaussettes, je les garde très longtemps, donc j'ai pas de souci avec ça. Le seul petit souci que j'ai quand même, c'est que mes chaussures, mes bottines, elles sont en cuir, et je pense que c'est pour ça qu'elles tachent l'arrière du talon. Il déteint un petit peu, et comme c'est presque noir, bleu foncé, mon arrière du talon de mes chaussettes, si elles sont un peu claires, devient noir. Donc c'est vrai que c'est pas le mieux, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Et la deuxième laine que j'utilise, c'est de la Arwetta, donc de Filcolana, laine à chaussettes. Et cette fois-ci, c'est un bleu-gris. C'est un bleu clair qui tire plus vers le gris que vers le bleu. Moi, je le vois bleu, mais en fait, il est peut-être gris. Voilà, c'est tout pour les projets en cours. Et on va passer à la dernière partie de ce podcast qui est la partie où je parle de mes envies et de mes projets pour le futur.
C'est une partie où jusqu'à présent, tout ce dont j'ai parlé, je ne l'ai pas fait. J'ai pas du tout commencé les projets que j'avais dit que j'allais commencer. Mais en fait, ça correspond aussi à la réalité de mes envies en général. Je change beaucoup d'avis quand il s'agit de tricot. Et en même temps, c'est pas grave. Et en même temps, ça permet aussi dans cette partie de partager des patrons que j'aime bien. Enfin, c'est un peu l'objectif moi du podcast, c'est pour ça en tout cas que j'en regarde, c'est pour m'inspirer. Donc plus il y a de choses dont je peux parler, plus j'imagine que ça peut vous intéresser. Donc dans mes envies, je suis toujours à la recherche d'un modèle de pull pour tricoter cette laine là, norvégienne, non, danoise, rien à voir, quoique. Bon, cette laine là, qui est une laine danoise, la Dansk Pelsult, 8 sur 2. Qui m'a été offert du Danemark, qui est un fingering mais qui se tricote en 3-4, donc je pense qu'elle est assez gonflante, qui est une laine un peu rustique, qui est non teinte mais que je veux teindre, donc je cherche un modèle. Dans mes idées, j'avais le Camellia Sweater que j'ai toujours en tête. Je cherchais des associations de couleurs qui me plaisent, et en fait en parlant un peu autour de moi et en y réfléchissant, la plus belle association, je trouve, c'est celle qu'a fait la créatrice du patron. Je trouve vraiment ça super beau. Sauf que j'ai pas l'habitude de porter du noir et du rouge. C'est pas pour ça que ça me plairait pas, mais je suis pas 100% convaincue. Et tant que je suis pas convaincue, j'avoue que j'aurais du mal à me lancer dans un projet où je vais teindre la laine, tricoter un pull tout en jacquard, si c'est pour qu'à la fin je le mette pas. En plus, comme c'est la laine qu'on m'a offert, je me vois pas l'offrir à la fin. J'ai vraiment envie de trouver un projet qui me parle. Donc ça, c'est toujours en suspens. Parmi les autres modèles que j'avais peut-être en tête, il y a la créatrice Anne Wenzel qui fait pas mal de pulls qui pourraient peut-être rentrer dans la catégorie pull un peu dont j'ai envie, donc avec la laine rustique. Éventuellement, ça peut être doublé avec du mohair, parce que j'ai du mohair en plus en stock. Mon idée, c'est de trouver un modèle un peu style norvégien, avec torsade ou pas, avec un petit jeu de jacquard ou pas, mais un petit twist quand même, que ce soit pas un basique, et qui fasse gros pull doudou bien chaud. Si ça vous parle, si ça vous évoque des modèles, dites-les moi dans les commentaires, j'irai voir tout ça. Et j'espère pouvoir trouver enfin le projet parfait pour cette laine. Que je rappelle, je ne veux pas garder blanche, ou pas en totalité, que je vais probablement essayer de teindre aussi, parce que tant qu'à faire, si j'ai de la laine non teinte, il faut que j'essaye de la teindre. Dernière envie que j'ai repérée à une rencontre tricot, c'était Nathalie, donc je sais plus ce que c'est son compte Instagram, mais je vous le noterai dans la vidéo, qui portait un châle, alors il s'appelle le Corbis de Natasha Hornby. Voilà. Et elle le portait sur elle en rose, elle l'a fait en rose, et c'était vraiment magnifique. Et il était beaucoup plus beau que, enfin selon mes goûts, que la photo du modèle de Natasha Hornby, enfin de la créatrice. Et j'ai vraiment flashé sur le sien. Il était peut-être en laine un peu plus épaisse que celle utilisée par la créatrice. Et du coup, ça lui donnait vraiment un aspect plaid couverture qui avait l'air tout doux. Donc ça aussi, pareil, je le partage ici, je le garde en tête. Éventuellement, si les étoiles s'alignent, je tricoterai bientôt. Voilà, c'est tout pour les envies. Je fais une dernière petite partie sur le test du patron du Color Block Tee. Donc c'est pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un patron que j'ai écrit d'un t-shirt plutôt de mi-saison, voire d'été, avec un fil mérino tencel, mais il peut tout à fait se tricoter en mérino. D'ailleurs, la plupart des testeuses l'ont fait en mérino, et le test a commencé en fin du mois d'août, début du mois de septembre, et se termine fin du mois d'octobre. Les choses se passent bien, c'était très stressant pour moi au début parce que j'en avais jamais fait, et que évidemment il y avait des petites erreurs dans le patron, mais une fois que ces erreurs ont été corrigées par toutes les testeuses qui sont super efficaces, c'est le but du test en fait. C'est le but du test de repérer les erreurs. Donc il y en avait, elles l'ont repéré, elles m'ont beaucoup aidé. Je les ai corrigées. Là, tout se déroule plutôt bien. Il y a, je dirais, la moitié des testeuses qui ont terminé leur projet.
Je laisse tranquillement les autres terminer avant de pouvoir sortir le patron début novembre. Voilà, que dire, j'en suis ravie. Ce sera le deuxième patron que je sors puisque j'ai déjà un patron de mitaines disponible sur Ravelry si ça vous intéresse. Je vous en parlerai peut-être ici un peu plus quand le deuxième patron, le Color Block Tee, sortira. Peut-être je reparlerai de mes mitaines. Et voilà, j'ai hâte de vous le montrer, j'ai hâte de vous montrer les versions des testeuses et puis j'ai hâte que ça sorte. C'est tout pour le podcast tricot d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en description, vous avez toutes les informations de ce dont j'ai parlé. Et vous avez aussi le lien du questionnaire pour mon projet de laine teinte à la main. Si vous avez 10 minutes, vous pouvez le remplir. Et ça me sera d'une grande aide. Sinon, c'est pas grave. Merci quand même. Merci beaucoup. Et à la prochaine.